Voilà, nous allons démarrer cette belle soirée IA et je vous remercie en tant que responsable du pôle économique de l'UCBRC d'être venu ce soir nombreux, puisque nous avons plus de 100 personnes inscrites, donc les derniers vont arriver sur le petit quart d'heure sartois. Donc c'est un grand plaisir de vous présenter dans le cadre de la Semaine du numérique national, donc cette soirée est une soirée organisée par le club IA, Club Network, Club Martech IA, animé bien sûr par Sylvain Bidier et Luce Saint-Georges-de-la-Couille du territoire, ainsi que Antoine et Alexandre Capier, qui sont tous deux des créateurs de start-up issus du monde de la Californie, qui sont rentrés en France pour développer des start-up chez nous, dans l'UCBRC, qui bien sûr ici ont trouvé un terreau favorable pour développer leur activité. Je tiens surtout à remercier la CPME, qui est partenaire officiel de cette soirée. Isabelle nous ici, je crois qu'on peut t'applaudir chaleureusement parce que c'est un bel organisme qui agit sur toute la Sarthe et qui nous a bien soutenus ce soir dans cette soirée. Je tiens à remercier bien évidemment l'AOVM, les chefs d'entreprise du territoire, représentés par leur président, son président Jacques Trassard, que je salue, ainsi que son papa, bonsoir monsieur. Que l'AOVM, bien sûr, c'est un club d'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas encore, d'une centaine de chefs d'entreprise du territoire, centrés sur l'UCBRC ainsi que sur Sud-Sarthe, et qui agissons ensemble pour développer l'attractivité du territoire en lien entre nous, entre le pôle économique, bien sûr, et les chefs d'entreprise. Une soirée de Work, je ne sais pas une soirée sans remercier la présence importante de nos élus. Donc, je tiens à remercier ce soir la présence importante de nos 3 sénateurs. Tout d'abord, je tiens à remercier M. le sénateur Vogel d'être avec nous ce soir. Nous pouvons applaudir ça chaleureusement également. Nous rejoindrons dans quelques minutes le sénateur Kozik et devons nous rejoindre également le sénateur Michel Nicolani qui, à l'instant, vient nous laisser un message. Il est retenu sur les réunions. Donc, il est avec nous de cœur, mais il ne pourra pas être là ce soir physiquement. Je remercie bien évidemment les élus qui vont nous rejoindre parce qu'il y a une réunion sur la Comcom actuellement avec tous les élus du territoire, notamment aussi un président de la Comcom ainsi que Yannick Colu, maire de Laurent-Vallée, qui va nous rejoindre. Et bien évidemment, je tiens à remercier Pascal Dupuis, suppléant de l'ancien député David Martineau, qui est bloqué ce soir à l'Assemblée nationale à Paris et qui ne peut pas être avec nous, mais tu es là pour le représenter et nous t'en remercions. Ainsi fait cette présentation, nous allons maintenant passer au vif du sujet de cette soirée. Pour vous préciser également qu'à l'issue de cette petite réunion entre nous à 21h30 environ, il y aura un petit cocktail composé de vin à aussi côté du Mohamed Alidor, je vous en parlerai tout à l'heure, qui vous attendra dans le hall. Et bien, nous allons pouvoir démarrer. Ceux qui souhaiteraient par ailleurs recevoir la vidéo, parce que cette soirée est enregistrée en vidéo, vous pouvez voir la régie derrière vous, nous vous enverrons, si vous souhaitez, le lien de l'enregistrement vidéo. Donc pour cela, laissez-nous vos coordonnées sur email à l'entrée dans le hall d'accueil. Et vous recevrez également. Et puis un petit clin d'œil, j'ai oublié, excusez-moi, Adolphe Tura qui est avec nous, ancien maire de Chahaigne, qui est un des grands penseurs de Work, avec une commune Sylvain Bidier, pardon, j'avais oublié de le dire. Nous lançons cette soirée, je laisse la parole à Antoine Capier, qui va nous présenter cette soirée IA, ce soir devant vous. Merci Antoine. Merci Denis. Eh bien, je suis très content de voir que c'est déjà un succès. Il y a 100 personnes. Je crois que c'est un des plus grands événements qui a eu lieu jusqu'à présent à Work. Et j'en profite pour remercier Denis ainsi que la communauté commune parce que c'est grâce à la création de ce lieu que cette soirée a pu se faire pour plusieurs raisons. La première, c'est un très joli lieu, très bien équipé, ce qui nous permet de faire ce genre de choses. Et surtout, ça nous a permis de rencontrer Sylvain. Et c'est tout l'intérêt d'un lieu comme Work, c'est de faire du networking entre entrepreneurs, entre gens qui ont des idées. Et donc voilà, je pense que c'est une bonne démonstration que ce genre de structure peut être très utile au développement économique et local. Alors, on va parler d'IA ce soir, on va parler d'IA de façon pratique. On ne va pas parler de théorie, je pense que tout le monde commence à connaître un petit peu, avoir entendu parler au moins d'IA. Ce qu'on a envie de communiquer ce soir, c'est à quoi sert l'IA vraiment, au jour le jour, pour les entrepreneurs, pour tous les gens qui ont des activités. Ça peut aller de quelqu'un qui a une maison d'hôte jusqu'aux dirigeants d'une grosse entreprise. En fait, l'IA, ça sert à tous les niveaux. Ça sert à faire du texte, à s'occuper de tâches un peu rébarbatives qu'on fait tous les jours. Donc ça, l'IA peut être extrêmement efficace. Ça permet aussi de faire de l'image, ça permet aussi de faire de la vidéo. Nous verrons aussi qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas négliger. Ce sont les sujets d'éthique et de copyright, de légalité, etc. Donc,
Je suis accompagné ce soir donc, de Sylvain, qui est lui le spécialiste justement de tout ce qui concerne le texte. Il a une longue expérience de créateur d'entreprise dans le domaine du SEO, développement de web, donc tout ce qui est manipulation de données textuelles. Il est un spécialiste maintenant de l'IA générative dans le domaine du texte. Alexandre, après avoir fondé 5 startups en France et en Californie, il a beaucoup d'expérience dans les questions légales et de copyright, et donc il va nous parler de tous ces sujets. Et moi-même, qui suis passionné, alors depuis tout jeune, j'ai démarré à 12 ans, j'ai commencé à développer à l'âge de 12 ans, et j'ai toujours fait de l'image. Donc de l'image de synthèse, du traitement d'image, de la computer vision, de la photo numérique, et évidemment de l'IA générative depuis un an environ. Et donc j'ai créé de nombreuses sociétés dans ce domaine. Et ce soir, je vais vous parler évidemment plutôt d'IA générative. Et voilà. Donc je passe la parole à Sylvain qui va nous parler du texte. Merci Antoine pour cette présentation. Je vais revenir un petit peu sur la remerciement. Surtout, je voulais souligner ce soir le sénateur Louis-Jean Nicoli ne pouvait pas être là, mais il a accepté d'être le parrain du club IA Wartech. Donc on le remercie sur le sujet parce qu'il nous appuiera aussi pour faire promouvoir ce club et faire avancer l'intelligence artificielle. Donc ce soir, moi, je vais vous parler de texte. On va avoir toute une partie sur le sommaire sur la partie texte. Je vous ferai une petite partie sur l'audio. Alors c'est quelque chose que je ne travaillais pas encore il y a quelques temps, mais qui commence à arriver aussi en intelligence artificielle, donc on verra des cas d'usage. Donc on aura les expérimentaires avec Alexandre, et Antoine finira en apothéose avec l'IA générative pour l'image, parce que c'est vraiment le plus marquant. Et puis il y aura une section de questions-réponses à la fin. Donc sur l'IA générative, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différentes solutions qui existent. Dans la salle, qui a déjà utilisé ChatGPT? Déjà pas mal. Qui a utilisé la version payante de ChatGPT? Ah, ça diminue. Donc on fera une petite comparaison justement des deux sur le sujet. Google Bard. Donc Google Bard, c'est un vaste sujet. Google n'avait pas anticipé l'arrivée de ChatGPT dans le monde. Et ils ont sorti une catastrophe un mois après, Google Bard. C'est quelque chose qui ne marche pas à l'heure actuelle et que je ne peux pas recommander. La plupart des réponses sont à côté et ne sont pas pertinentes. Donc pour les professionnels, je vous le déconseille pour le moment. Ça viendra peut-être dans le futur. Ils ont sorti hier soir, j'ai mis une nouvelle IA. Donc peut-être qu'elle sera plus performante, sachant que pour l'instant, elle n'est pas disponible en France. Tout le monde qui a aussi une solution américaine qui est plus sur la partie médicale et analyse de données scientifiques. Meta, donc le groupe Facebook avec Llama, qui est un modèle open source, c'est-à-dire qu'il est possible de l'utiliser gratuitement sur vos ordinateurs pour faire travailler Llama. Mistral, je dirais que c'est notre petite fierté nationale, c'est une boîte française qui a levé il y a à peu près 6 mois 100 millions d'euros, qui fait parler beaucoup d'elle. Donc c'est quand même un cocorico, disons, on a une solution française qui va marcher. Et là, ils sont sur une thématique de lever 1 milliard normalement début d'année prochaine. Copilot de chez Microsoft, qui est un copier-coller de ChatGPT, parce que, pour rappel, Microsoft est le premier partenaire financier de ChatGPT à hauteur de 16 milliards. Donc, je ne les évoquerai pas ce soir, vu que ça fait doublon avec ChatGPT, c'est exactement la même chose. Le seul point important qu'il faut avoir à l'esprit dans vos entreprises, c'est que ça va arriver dans les suites Office. Donc Excel, Word, ils vont être alimentés par Copilot, et vous aurez l'IA dedans. Donc pareil pour vos employés, il faut qu'ils appréhendent ce sujet. Donc on va passer un petit peu à la partie démo et cas pratique, parce que sinon ça ne serait pas drôle. On va remettre un peu le micro comme ça. Enfin, vous m'entendez bien là? Non, il ne marche pas. Tu m'entends? C'est bon, Jérémy? Ouais. Donc du coup, on va partir sur la partie cas pratique. Donc, je vais vous faire voir un petit peu ChatGPT, l'interface application.
Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez épuré. On peut voir plusieurs versions. Et puis on va essayer de me faire travailler un petit peu sur le sujet. Donc on va partir tout simple sur une requête basique. Donc vous voyez là, je les ai fait exceptionnellement pour que la durée de la démo ne dure pas trop longtemps. J'ai déjà travaillé les solutions, on en mettra quelques-unes en temps réel, mais pour éviter d'avoir des plantages, on a fait déjà pas mal de tests. Donc là, tu es spécialiste VSAV client, vous venez de recevoir un message sur votre compte vendeur Amazon. Bonjour, avez-vous du nouveau concernant le colis, car je mets toujours par-dessus. Après vérification, ce colis numéro X a été livré le jeudi 26 octobre dans la boîte aux lettres du client. Faites-nous une réponse pour ce client suggérant de faire une recherche dans le sac familial qui aurait pu récupérer le colis. Explique que nous sommes désolés de la situation. C'est un cas typique qui arrive à de milliers de commerçants où le colis a été livré dans la boîte aux lettres et on ne sait pas si le client a reçu le colis. Donc on y fait la requête sur ChatGPT et il va nous faire la réponse en remettant les éléments de ce colis. Après vérification, il semble que le colis numéro suivi a été livré dans la boîte aux lettres le jeudi 26 octobre. Cependant, nous sommes conscients que parfois les colis peuvent être recevés par les membres de la famille, des voisins ou des colocataires. Donc il va customiser sa réponse dans les indications que je lui ai données. Ce qui fait que le client a une réponse vraiment propre à lui. On pourrait imaginer ça d'une manière automatique via des API. Donc des API, c'est des serveurs informatiques qui fait que tout serait automatisé. Vous allez sur les chatbots, vous allez sur un site, vous avez un chatbot avec une réponse sur le sujet. Elle est souvent approximative, mais avec la puissance de ChatGPT, vous aurez des réponses vraiment custom pour chaque typologie de problème. Donc ça, il va vous faire la réponse et vous aurez exactement la réponse à apporter au client. On peut même penser à automatiser ça, c'est encore en plus, c'est qu'il va envoyer directement le mail au client. Donc c'est un outil vraiment puissant pour des choses comme ça, mais je dirais que c'est la première phase classique d'utilisation. On va voir qu'on peut aller un petit peu plus loin. Donc, je vais le faire en temps réel sur cette partie-là. Hop. Je vais prendre la plaquette. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle je vais faire une recherche concurrentielle. C'est que je vais aller donner à ChatGPT la plaquette commerciale d'un de mes concurrents qui va s'installer dans mon secteur. Je fabrique des cuisines et je sais qu'il y a un fabricant de cuisine qui va s'installer dans mon secteur. Donc je vais lui demander d'analyser la plaquette de présentation, de me donner les points forts et les points faibles. Et là, il va automatiquement charger la plaquette, on voit qu'il lit le document. Alors ça prend un petit peu de temps, surtout quand on est le soir, il y a les Américains qui sont sur ce réveil. Et du coup, là, il va lire la plaquette. Alors, la plaquette, elle fait 6 pages, ce qui n'est pas énorme. Et il va sortir les points faibles et les points forts. Imaginez ce que ça peut donner en termes d'avantages concurrentiels quand vous voulez étudier les choses de vos concurrents. Là, il a fait point fort, point faible des cuisines. Argument. Après, je lui avais demandé de me donner des arguments pour contrer justement cette proposition-là. Et on voit, tac, le PDF, il était de 6 pages. Il a lu toute la documentation. Il l'a résumé et il vous a préparé derrière tout votre argumentaire pour contrer cette chose-là. C'est un outil qui peut faire gagner énormément de temps. Donc ça, c'est la partie, entre guillemets, usuelle de ChatGPT, c'est ce qu'on appelle le multimodal. C'est que vous allez pouvoir lui envoyer à la fois des commandes, des requêtes, mais vous allez pouvoir envoyer des PDF, des photos, de l'audio, des tableaux Excel, des fichiers Word, il va vous les lire, il va vous les traduire. Imaginez la puissance que ça a si vous lui envoyez, par exemple, un fichier il fait 3000 pages. Vous lui demandez de vous le résumer, il va vous faire un résumé de votre rapport. Donc ça, c'est une des premières étapes des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. Après, on va aller un petit peu plus loin. Ils ont introduit ce qu'on appelle les GPTS.
Donc GPTS, c'est la customisation de ChatGPT. Donc on va avoir à créer un mini ChatGPT qui va répondre à des questions bien particulières. Donc là, par la fait, je vais créer un Captain Quota. Il est spécialiste de l'aide pour la compta des PME françaises. Donc comment je l'ai créé? Donc j'ai configuré avec un nombre d'instructions en lui expliquant qu'il a des données que je lui ai fait apprendre. Donc là, il y a une série de 7 PDF, dont le manuel de la comptabilité générale, qui est un petit peu long sur le sujet. La paye, donc aussi, c'est un sujet qui est assez complexe. Donc il a appris de ces données-là. Après, je lui ai mis des instructions. Je lui ai dit d'abord de chercher dans ces données-là pour apporter la réponse à la question. Et après, je lui ai dit, si tu ne trouves pas la réponse, tu vas aller sur Internet et faire la recherche de la réponse. Et dans un troisième temps, je lui ai dit surtout, si tu ne trouves pas la réponse, tu me le dis. Parce que les IA ont tendance d'halluciner. Donc si elles ne trouvent pas la réponse, elles vont vous inventer quelque chose qui ne sera pas la vérité. Donc il faut quand même spécifier cette chose-là. Et l'IA, son but, c'est de vous répondre à la question. Donc elle va aller chercher quelque chose qui ne va pas. Donc là, tout bêtement, je vais mettre... je viens d'acheter... Hop, si je mets en majuscule, ça va pas aller. Un numéro TTC avec une TVA de 20%. FEMA. Hop. Selon l'écriture comptable. Et là, alors il travaille, et il va lancer l'écriture. Il va un peu long ce soir. C'est la magie du direct. C'est un peu nombreux ça là des fois. C'est compliqué. Il y a 180 millions d'utilisateurs de ChatGPT depuis quelques jours, donc il y a du monde dessus. Il y a du monde dessus. Bon, du coup, normalement, je l'avais préparé en avant. Hop. C'est toujours pareil. C'est assez incroyable. On ne fait plus attention aux chiffres. 180 millions d'utilisateurs en un an. Il va peut-être me l'avoir trouvé. C'est impressionnant. Il n'a pas digéré. Je reviens dessus, mais apparemment, non, il n'a pas. Je vous demande autre chose. Je vais vous demander une écriture de stock, on va voir s'il réveille un petit peu. C'est la magie du direct ce soir. Parlez bien, ça m'arrive de toute façon. Ah. Donc là, il va aller directement chercher les écritures, et il va vous écrire l'écriture de stock. On couple ça, par exemple, à de la reconnaissance sur téléphone. Vous allez scanner votre facture de fournisseur, et vous allez directement envoyer la facture à ChatGPT Compta, qui va vous faire l'écriture, et on peut aller plus loin, la relier avec votre logiciel comptable, et il enregistre directement l'écriture. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les ChatGPTS. C'est des parties, ce qu'on appelle des ChatGPT custom, qu'on peut entraîner sur pas mal de choses. Je dirais que tout le métier est possible d'être entraîné. J'en ai créé un autre, parce que je suis maire aussi. Donc j'ai créé ChatGPT maire. Et ChatGPT maire, du coup, il est entraîné sur beaucoup de choses. Et du coup, quand on regarde dedans, il a absorbé, par exemple, la partie du guide des maires 2020, le règlement le PLI. Mais lui, c'est le plan local d'urbanisme. Et du coup, quand je vais lui poser des questions un petit peu typiques, alors je vais prendre un cas que j'ai fait, parce que comme ce soir, il a décidé de ne pas noter, mais voilà. Je veux un arrêté de voirie, par exemple, parce que dans le village, les gens vont trop vite, je fais un arrêté de voirie à 30 km/h. Et là, il va me rédiger l'arrêté de voirie. J'aurais plus qu'à mettre le nom de la commune et les voiries concernées. C'est le sujet. Pareil, on va avoir sur le PMI, j'ai un administré qui vient me voir, il me demande si
je peux construire un garage de 100 mètres carrés. Et ben, il va faire la recherche dans le PVB et il va voir que c'est pas possible. Imaginez ça pour une secrétaire de mairie, par exemple, qui fait des recherches continuellement dans les documents, et ben, ça peut vraiment lui apporter un confort de travail important. Donc ça, c'est la partie GPTS. Après, on a la partie ChatGPT, ils ont aussi introduit ce qu'on appelle des plugins. Donc les plugins, c'est tout simple. C'est un magasin d'applications comme vous avez sur vos téléphones portables, que ce soit Google ou Android. Vous allez avoir des petits programmes dans ChatGPT qui vont vous donner des actions supplémentaires. Je m'explique. Par exemple, on peut avoir par exemple des extensions de plugins qui vont générer du code. Donc un codeur va pouvoir avoir son code directement créé dans ChatGPT, il aura juste à le copier-coller et le mettre après dans son logiciel pour faire son code. Il peut vous faire des diagrammes. Il y a un plugin qui est assez marrant, qui s'appelle Expedia. Donc, je pense que dans la salle, tout le monde connaît la société qui fait du voyage. Donc c'est une compagnie qui va chercher les billets d'avion et puis les hôtels et compagnie. Et bien, avec ce plugin-là, vous allez pouvoir directement, entre guillemets, faire votre planning de voyage. Il va aller chercher, lui dire par exemple, je veux aller en Italie cet été, de telle période à telle période, organise-moi un road trip. Et ben, il va vraiment vous customiser les hôtels, le trajet, à l'infini. Par contre, ça a un biais, c'est qu'on n'est que sur le site Expedia. On n'est pas sur d'autres sites là. C'est aussi le cadre aussi qui est un peu comme ça. Donc il y a plein de plugins qui existent sur le sujet et c'est vrai qu'il faut être un petit peu curieux sur ça parce que franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, j'ai parlé beaucoup de ChatGPT sur le sujet parce que c'est ce qui est le plus connu. Maintenant, on est sur quelque chose qui est américain. Il y a des entreprises qui veulent garder leurs données confidentielles. Et donc, il existe, comme je vous l'ai fait voir en début de présentation, des IA comme Llama ou Mistral que vous pouvez utiliser et télécharger sur votre ordinateur ou sur un serveur, qui va permettre de garder vos données sécurisées chez vous. C'est la même. Ça va être pas la même puissance que ChatGPT, mais ça va être la même utilisation sur le fait. Là, par exemple, sur Mistral, qui est la solution française, je lui ai demandé de me rédiger une lettre de motivation pour le poste de comptable junior dans une entreprise en français. Il m'a fait la lettre de motivation. Et elle est où la lettre de motivation? On arrive à un biais où comment va faire un recruteur entre faire la différence entre une lettre de motivation écrite par l'IA et par un être humain. Je n'ai pas la réponse ce soir à vous donner, parce que j'en ai aucune idée. Pour moi, on aura du mal à faire la différence. Donc ça fonctionne en local sur l'ordinateur. Ça a un gros inconvénient, c'est qu'il faut des machines assez puissantes pour les faire tourner. Ça demande beaucoup de ressources. Et on le verra encore plus sur la partie photo. Donc après, il y a ce qu'on appelle la partie, je dirais, je vais refermer ça, partie plus audio, où là, on va utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, voilà, je vais faire le test en direct, j'ai un podcast, je vais le mettre dans mon outil d'intelligence artificielle, et je vais lui demander de me résumer. Là, je le lance, mais je vous le fais avant pour éviter le temps d'attente. Donc là, il cherche, donc il charge l'intelligence artificielle, on voit qu'il travaille sur le sujet, on voit qu'il upload le fichier audio. Et après, il va vous sortir derrière une partie. Il ne l'a pas fait, donc on va sortir le fichier texte. Il va vous sortir un fichier texte comme ça, où vous avez toute la transcription du fichier audio. Même si vous êtes en réunion, vous avez votre dictaphone sur la table, vous enregistrez 3 heures de réunion, vous ramenez votre fichier, vous le donnez à l'intelligence artificielle, vous obtenez l'intégralité de la transcription. Donc là, c'était un podcast qui dure 26 minutes. Et puis, je vais dans le cas absolu, vous l'envoyez à ChatGPT et vous lui demandez de vous faire un résumé. On gagne un temps assez infini. On voit même que cette solution-là, elle existe aussi pour la partie YouTube. Donc, dans l'absolu, je vais prendre un gamme
YouTube et je vais lui coller le lien et d'en faire la traduction en texte aussi de la vidéo YouTube. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités sur le sujet. Après, on a ces outils-là qui sont gratuits, mais vous pouvez aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, faire la même chose avec ChatGPT, parce que c'est multimodal du coup. Donc on aurait pu très bien insérer directement le fichier audio du podcast, comme je peux le faire là. Hop. On va venir sur l'interface de DAL. Je vais le lancer, mais à mon avis, il aura pas, ce soir, comme il n'est pas décidé à travailler, je pense qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Je vais le lancer, je vais charger le podcast. Hop. Je vais lui faire finir la transcription. Bon, soit il marche, soit il ne marche pas. Mais là, pareil, il lit le podcast. Et derrière, il va vous générer la transcription. Bon. Donc ça, c'est un petit peu les nouveautés de l'intelligence artificielle sur l'audio. On avait le texte qui était touché, on avait l'image qui était touchée, on a maintenant l'audio. La dernière étape, ça sera la vidéo, mais on n'est pas, c'est pas du tout le point pour l'instant. Mais c'est des actions, voilà, ça va faciliter des choses en entreprise. C'est sûr que quand vous avez un compte rendu à écrire, il n'y a rien de plus rébarbatif d'écouter les 3 heures de réunion. Et là, vous avez quelque chose de parfait sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment à mettre en avant sur le sujet. On aura dans les prochaines évolutions, mais on l'a testé en interne et ça ne fonctionne pas, la génération de musique. Pour l'instant, c'est encore vraiment très mal ficelé. Il y a des bugs et c'est pas écoutable. Tant mieux, mais ça arrivera. Ça arrivera. Donc voilà ce que moi je voulais vous présenter sur la partie texte. J'ai fait un gros focus sur ChatGPT sur le sujet. Mais pourquoi? Parce que c'est la solution incontournable à l'heure actuelle. Mistral arrive, on voit que ça marche plutôt bien sur une note de motivation. C'est pas encore multimodal, ça ne lit pas les documents, ça ne lit pas l'audio, mais ça va arriver, ils sont en train de lever 1 milliard, et j'espère qu'on aura une solution franco-française sur le sujet. Donc voilà un petit peu le tour de l'IA générative sur le texte. Je vais passer la parole à mon petit collègue qui va vous parler un petit peu de l'alimentation, parce que vous allez voir, j'ai enfin quelques règles. Alors, avant d'aborder les questions réglementaires, qui sont évidemment un peu moins amusantes que tout ce que vous venez de voir, je voudrais parler un peu de ce que moi j'ai un enthousiasme pour l'IA qui est sans borne, parce que c'est vraiment une révolution. Je pense qu'on est au début de quasiment d'un âge d'or pour l'humanité, j'ose dire le mot. Il y a 1 an, je reparle encore de ChatGPT, je m'en excuse, mais c'est vraiment un exemple vraiment très important. ChatGPT, la première version publique, elle a 1 an. C'était le 30 novembre 2022, et il y a un grand quotidien français il y a quelques jours, c'était le premier anniversaire de ChatGPT, qui a titré « Le 21e siècle a commencé réellement le 22 novembre 2022 ». Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et je vais vous donner quelques raisons de le croire aussi. ChatGPT, on a déjà abordé les chiffres, mais il faut quand même bien les avoir en tête. 5 jours après l'annonce officielle, il y avait 1 million d'utilisateurs qui s'étaient inscrits à ChatGPT. Au bout de 60 jours, il était 100 millions. Une bonne référence, c'est Instagram et Netflix. Ça leur a pris plus de 2 ans pour arriver à 100 millions d'utilisateurs. Donc on assiste vraiment un raz-de-marée absolument incroyable. Aujourd'hui, il y a 13 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde sur ChatGPT. C'est absolument incroyable. Et comme l'a dit Sylvain, n'oublions pas que Microsoft a investi cette année 13 milliards de dollars dans OpenAI, qui est la maison qui développe ChatGPT. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que les entreprises se sont emparées de l'IA? Eh bien oui, les chiffres ne sont pas... Il n'y a pas beaucoup de surprises. Aujourd'hui, on considère que 45% des professionnels et des actifs aux États-Unis utilisent régulièrement des outils d'IA générative. Ils sont 29% en Angleterre. Et ce qui est encore plus important de mon point de vue, c'est que plus de 60% de ces personnes qui l'utilisent considèrent qu'ils ont déjà acquis des gains de productivité extrêmement importants grâce à l'IA. Ce n'est pas juste un amusement, ce n'est pas juste pour faire beau, c'est vraiment utile. Alors, qu'est-ce qu'il en est des prévisions pour l'avenir? McKinsey, une agence très sérieuse, considère que d'ici 2030, c'est quasiment demain, c'est dans 6 ans,
70% des entreprises dans le monde seront équipées d'au moins un outil d'IA et l'utiliseront dans leurs tâches quotidiennes, etc. Donc c'est vraiment pas un effet de mode. Et une autre statistique qui est assez intéressante, c'est que toujours McKinsey considère qu'entre 60 et 70% des tâches des employés au travail pourront être automatisées. Et ce qui est intéressant, c'est que 60% de temps, on ne passe pas à faire des tâches forcément pas très intéressantes. Ça laisse beaucoup plus de temps à travailler dans le cœur de son métier et faire avoir des activités à très forte valeur ajoutée. Alors parlons un petit peu de la France. Cisco vient de publier une très très grande enquête qui a été faite auprès de 8000 entreprises dans le monde, réparties dans 30 pays différents, essayant de comprendre quel était l'état de préparation des entreprises, basé sur pas mal de critères, l'infrastructure, la formation, les compétences acquises, la stratégie en IA, etc. Il en ressort qu'au niveau mondial, la moyenne c'est 14%. 14% des entreprises sont considérées techniquement et culturellement prêtes à intégrer l'IA. Le chiffre tombe à 8% en Europe, et j'en suis navré, il tombe à 4% en France. Mais pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pour la raison suivante, c'est que ça veut dire qu'en France, tout reste à faire. Si vous avez des concurrents en France, ils sont au même niveau que vous. Personne n'a pris une avance absolument gigantesque. Donc c'est le bon moment pour se mettre sur l'IA. Et il y a d'autres chiffres qui sont très intéressants. La France, théoriquement, est un petit peu en retard, mais l'enquête récente prouve aussi que quasiment 60% des entreprises considèrent avoir déjà une stratégie ou sont en train d'élaborer une stratégie d'acquisition des outils IA dans l'entreprise. Et encore plus important, 85% commencent ou vont commencer à investir dans la formation en IA. Par contre, là, il y a un chiffre qui est beaucoup moins bon. Il est en bleu, j'aurais dû le mettre en rouge. Seulement 21% des entreprises françaises ont établi des règles concernant les bons usages de l'IA. Et je vais en parler beaucoup plus en détail maintenant. Quand on parle d'IA générative, la base même de l'IA générative, c'est qu'elle a besoin de données pour créer des contenus. Sylvain l'a montré, que ce soit du texte, de la musique, des questions à l'oral, des bases de données. Et dès qu'on commence à aborder la question des données, évidemment, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'utilise comme données? Est-ce que ces données sont potentiellement sensibles? Et qu'est-ce que j'entends par sensible? Il y a deux exemples classiques. Les données à caractère personnel au sens du règlement RGPD européen, donc protection de la vie privée. Ça peut être un listing de clients, des données internes par rapport à vos salariés, des ressources humaines. Ça peut être aussi les résultats d'un sondage ou d'une enquête qui n'a pas été anonymisée. Ce sont des données qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. L'enjeu, c'est que tous les services et les produits d'IA générative, les chatbots notamment, ne respectent pas obligatoirement le RGPD. Ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas forcément des serveurs en France ou en Europe. Donc pour l'exportation des données, etc., c'est problématique. Mais il y a des solutions. Les solutions, Sylvain en a présenté une, c'est Mistral, société française, qui a l'avantage en plus d'être un outil open source qui permet à votre entreprise d'installer sur ses serveurs ou éventuellement sur des serveurs distants, localisés en France et sécurisés, pour toujours avoir la souveraineté sur vos datas et surtout respecter le RGPD. La deuxième catégorie de données importantes, ce sont évidemment les données confidentielles de l'entreprise, des contrats, des listes de partenaires, de clients, de la stratégie commerciale, etc. Ce sont des éléments évidemment qu'on ne veut pas voir sortir de l'entreprise. Et il faut bien avoir conscience que, là encore, tous les services d'IA, il y en a beaucoup qui gardent les données que vous lui donnez, parce qu'ils s'en servent pour réalimenter leur moteur de calcul, pour améliorer tout simplement leurs outils. Et évidemment, il peut arriver que vos données soient ingurgitées, mélangées et ressorties sous une forme ou une autre. Donc sur des données sensibles, sur des données confidentielles, c'est très important d'en avoir conscience. Une anecdote assez récente de la grande entreprise Samsung, il y a d'ailleurs deux anecdotes à citer. Un développeur voulait modifier une partie de son code et a soumis ça à un moteur d'IA, mais il s'avérait que c'était un code propriétaire extrêmement stratégique. Et évidemment, l'avenir de cet employé a été assez remis en cause. Et un deuxième a fait à peu près la même manip. Il a fait un résumé d'une réunion stratégique d'assez haut niveau et il a demandé à une IA de faire le résumé
pour ensuite le transmettre à ses boss. Et là aussi, il y a un risque de fuite, de perte de souveraineté sur ce genre de données. Donc, il faut se rassurer, il y a des spécialistes comme nous, on a conscience de ces éléments-là, et il faut que vous en ayez conscience. Il y a des solutions. Encore une fois, Mistral peut être une solution dans ce cas-là, parce que, encore une fois, c'est local. Ou alors ChatGPT+, et c'est $20 par mois, il semble, ça vaut l'investissement. ChatGPT+, vous garantit qu'il ne conserve pas les données que vous lui donnez et ne les réutilise pas. Donc, ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais il faut en avoir conscience. Alors, on a bien conscience aussi qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions. Évidemment, il n'y a pas forcément des inquiétudes, c'est plutôt des incertitudes. Et pour nous, il y a deux catégories de personnes qui se posent des questions. Ça peut être vous et vos équipes. Est-ce que l'IA est fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA? Ou est-ce que l'IA va m'aider vraiment dans mes tâches quotidiennes? Comment choisir les bons outils? Comment me former? Comment trouver l'information? Ça, c'est extrêmement important. Et il faut, dès maintenant, parce que vraiment, je vous encourage à communiquer en interne, à acquérir une culture d'entreprise là-dedans, il faut impliquer vos équipes très en amont dans cette réflexion, ces stratégies sur l'acquisition de l'IA, parce qu'il faut que tout le monde soit impliqué. Il ne faut pas imposer évidemment l'IA comme on imposerait un outil lambda. Il faut que ça vienne des équipes à tout niveau, les managers, les employés, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. Parce qu'il faut vraiment les grandes opportunités que représente dans l'entreprise vis-à-vis des équipes. Le bien-être au travail est amélioré d'une façon incroyable. Toutes les tâches répétitives, chronophages qu'on fait tous les matins, et on est tous concernés, on a son cœur de métier, mais on passe 30-40% de son temps à refaire les mêmes choses. Et pour les équipes, c'est pareil. On gagne en créativité, en autonomie, en productivité, et on acquiert des nouvelles compétences, ce qui est très important évidemment, pour ne serait-ce que la valeur personnelle, pour rendre encore plus attirant votre société si vous êtes dans les processus d'embauche, etc. Ça, c'est très important. La deuxième catégorie, ce sont évidemment les clients qui vont aussi se poser des questions vis-à-vis de l'IA. Est-ce que les données privées, la vie privée est bien gérée quand elle est traitée par l'IA? Est-ce que cette image, cette pub a été faite par l'IA? J'aimerais bien savoir. Est-ce que la personne avec qui je converse en ligne pour du SAV, c'est un humain, c'est l'IA? Donc il y a vraiment une nécessité de transparence absolue là-dessus. Il ne faut pas être passif, il faut vraiment bien intégrer dans sa politique de confidentialité, dans ses conditions générales d'utilisation des services, etc. C'est très important. Autre élément vis-à-vis des clients, il faut aller au-delà du côté, je ne veux pas dire défensif, mais il faut utiliser l'IA aussi comme un moyen de convaincre ses clients. On utilise l'IA, ce n'est pas pour gagner de l'argent, pour faciliter la vie, c'est pour améliorer la qualité du service qu'on vend. Utiliser l'IA pour des relations commerciales, du SAV, etc., c'est un service de qualité, beaucoup plus rapide, et surtout qui s'adapte bien mieux à chaque client. Et dernier point, évidemment, l'IA aussi, au niveau acquisition de clientèle, fidélisation, est un élément absolument fondamental pour le démarchage commercial et ce genre de choses. Alors, tout cela paraît bien impressionnant. Par quoi commencer? Bon, je suis entrepreneur aujourd'hui, je suis indépendant, j'ai une société. Quelle méthodologie? Comment aborder la problématique de l'IA? Il y a un point qui est vraiment sur lequel j'insisterai toujours, qui est urgent pour toutes les entreprises, c'est rédiger une charte de bonne conduite sur l'IA. Il y a deux stats à bien garder en tête. Les 18-24 ans aujourd'hui en France, ils sont 45% à utiliser ChatGPT, toujours le fameux ChatGPT. 45%, cette tranche d'âge. Deuxième élément très important, 78% des utilisateurs aujourd'hui de ChatGPT le font à l'insu de leur hiérarchie. Donc il est vraiment urgent dans les entreprises de sensibiliser vos collaborateurs, les managers, les employés sur les problématiques de données sensibles dont je viens de parler. Ça, c'est vraiment un point crucial. Ensuite, la première étape vraiment pour s'intéresser, envisager l'IA dans son entreprise, c'est un peu l'objectif de cette soirée. J'espère vous repartir ce soir avec un peu plus d'éléments. C'est d'acquérir un minimum de culture sur l'IA, commencer à comprendre qu'est-ce que je peux traiter, qu'est-ce que je peux automatiser, comment l'IA va m'aider. Ensuite, il faut faire un peu d'introspection, il faut analyser son propre métier
pour analyser les activités de ces équipes, pour essayer de distinguer 3 types de tâches. Il y a toujours ces fameuses tâches rébarbatives, les réponses aux emails, etc., qu'on fait tous les jours, qui prennent beaucoup trop de temps. Qu'est-ce que ça représente dans mon entreprise? Est-ce que je peux l'automatiser avec l'IA et gagner du temps? Mon cœur de métier, ma spécialité, là où je suis vraiment performant, là où il y a le maximum de valeur ajoutée, est-ce que je peux être encore meilleur? Est-ce que je peux être encore plus productif et comment l'IA va m'aider? Et enfin, quelles nouvelles activités je peux ajouter à mon entreprise? Faute de moyens, faute de temps, faute de compétences évidemment, il n'y a pas d'activité qu'on ne gère pas forcément dans son entreprise en fonction de sa taille, etc. Par exemple, gérer en direct sa communication sur les réseaux sociaux, créer une image pour faire un post sur LinkedIn, c'est pas des choses on peut passer par une société extérieure, mais si on peut acquérir ça et le faire soi-même, et Antoine va bientôt vous le montrer, ça c'est le type, il faut bien réfléchir aussi aux nouvelles activités qu'on peut acquérir. L'étape suivante, évidemment, il faut se faire conseiller pour faire les bons choix des outils. Je ne reviens pas sur tout ce que je viens de dire sur les données, mais en fonction de vos besoins, en fonction de vos moyens, choisir les bons produits. Évidemment, dernière étape, se former ses équipes sur ces outils pour être le plus performant possible. Et je vais laisser la parole à Antoine qui va justement vous montrer au niveau de l'image ce que l'on peut faire en IA générative. Très bien. Pendant qu'on change d'écran, je me permets de rajouter un point qui n'est pas complètement évident sur le point 3 que Alexandre vient juste de décrire, c'est les données de votre entreprise. Il faut bien comprendre maintenant, d'ici quelques mois, d'ici 1 an, tout le monde va utiliser ChatGPT ou un équivalent. Donc ça veut dire que tout le monde va travailler avec les mêmes données. Donc, en termes de concurrence, ça pose de gros problèmes. C'est-à-dire que tout le monde va avoir des offres de qualité. On a vu tout à l'heure un exemple où on analyse un concurrent. On fait une réponse automatique. Votre concurrent va analyser lui-même avec ChatGPT la réponse que vous faites et indéfiniment. Donc, très rapidement, en fait, ce qui se passe avec l'IA, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça élève le seuil général. C'est-à-dire qu'il y a les mauvais, il y a les bons, quel que soit le domaine d'activité, personnel ou entreprise. L'IA, ça remonte le niveau. Donc, il ne reste plus que pas grand-chose pour s'exprimer. Et c'est là où les données de l'entreprise deviennent absolument critiques. C'est-à-dire que les éléments qu'on a vus de ChatGPT-S, c'est-à-dire de créer ses propres versions de ChatGPT ou d'autres technologies, ça va devenir un point absolument crucial pour chacune de vos activités, parce que c'est là où vous allez pouvoir créer votre différenciation. Et ça va devenir... C'est un problème classique, mais qui va devenir vraiment très important, parce que, comme je disais, l'écart va se resserrer. Donc, pour le petit saut qui va vous permettre d'être effectivement meilleur que les autres, c'est en customisant, en faisant vos propres IA. Alors, je passe sans transition à tout ce qui concerne l'image. Alors, on va commencer avec un entrepreneur qui se trouve juste ici, qui a une entreprise absolument locale et qui fait des énormes logos. Alors ces gros logos, c'est très utile, ça permet de faire des présentations, des décors amusants pour mettre en valeur une activité ou autre. Et on peut s'imaginer que pour préparer un rendez-vous, on ait besoin de créer quelques images d'exemples. Supposons que il y a un rendez-vous pour quelqu'un qui fabrique du mobilier de chambre d'enfants, et on peut aussi imaginer que faire des meubles sous forme de Lego, ça peut être une bonne idée. Et donc, tout simplement, on lance ChatGPT, et tout à l'heure, on lui a demandé de faire du texte, mais là, on lui demande de créer une image. Alors, j'ai écrit en anglais, mais on peut très bien le faire en français, donc il n'y a pas de... ça marche dans toutes les langues. Donc, il ne connaît pas la société Brickit qui fabrique donc, ces Lego à quelques kilomètres d'ici, mais on peut lui expliquer à quoi ça ressemble. Donc on lui dit, tu fais une image avec des Lego géants. Alors comme les IA sont assez... on parle d'intelligence artificielle, mais c'est un peu aussi des intelligences superficielles, dans le sens où elles prennent à la lettre tout ce qu'on leur dit. Donc on lui dit, fais une chambre avec des Lego. Il fait une chambre avec que des Lego. Donc là, c'est beaucoup trop exagéré. Donc, immédiatement derrière, on peut lui dire, très bien, mais fais qu'une partie
des meubles en Lego, rajoute-moi quelques peluches et crée une ambiance un petit peu plus chaleureuse. Et là, dès la deuxième image, et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, il ne faut pas faire des propos. On vous explique à longueur de journaux qu'il faut faire des propos très sophistiqués, des choses qui font 20 lignes de haut. Non, il faut faire un dialogue comme avec un humain normal. C'est-à-dire que là, on lui dit simplement rajoute-moi un peu de peluche, un peu moins de Lego, et tu me fais une image un petit peu plus chaleureuse, et tout de suite, on a quelque chose de quasiment exploitable. Et une fois qu'on est sur la voie, eh bien, on lui dit fais-en moi une autre, et une autre, et une autre, etc. Et ça, donc, quelques minutes pour créer des visuels qui sont d'une qualité, on pourrait faire de la pub avec ça. C'est la communication déjà de très haute qualité. Donc, minutes, c'est toutes ces images. Alors là, je vais vous les montrer en résolution un peu plus élevée, comme vous pouvez le voir. C'est très bien. Alors, on peut aussi, là, j'ai changé de sujet, c'est l'immobilier, par exemple, pour une salle d'accueil dans une entreprise un peu haut de gamme. Voilà. Et donc, limite de ces petites images, la prochaine étape, c'est tout simple. On fait son petit PowerPoint. Et voilà. Au lieu de faire, on a une image qui correspond exactement à votre produit, de très grande qualité, en quelques minutes, pas besoin d'aller faire des photos. Alors évidemment, il faut mixer du vrai et du faux. Vous remarquerez qu'en bas, j'ai mis simulation. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. C'est dans le pendant de la discussion de ce que vous a dit Alexandre. Il ne faut jamais mentir. Il ne faut jamais... Quand on fait l'IA, il faut le dire. Parce que c'est un bon code de déontologie. Et il n'y a pas à s'en cacher. Tout le monde va l'utiliser, donc il n'y a pas de honte à utiliser l'IA, mais il faut le dire. Particulièrement quand on fabrique des objets comme ça, il y a les vrais, et puis il y a ceux qu'on peut, des simulations pour montrer un peu comment les choses vont se faire. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment littéralement quelques minutes de travail et on a une présentation d'une qualité déjà très très élevée. Et surtout, on est complètement autonome. On n'a pas besoin de faire appel à un photographe. On fait tout ça depuis son bureau en quelques minutes. Alors, je vais vous montrer un autre exemple, qui est un exemple récent, qui est le logo de ma prochaine société, celle qu'on va monter, qui est en cours de montage avec Sylvain et Alexandre. Et donc, se pose toujours le problème du logo. Alors, le logo, c'est toujours des longues discussions, c'est toujours compliqué, c'est souvent parfois des raisons de s'engueuler. Donc, voilà, une technique classique, on fait un brief, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe chez les concurrents. Alors là, déjà, on commence à sortir de la méthode classique. J'ai demandé à l'IA de me faire des logos liés à l'IA, justement. Et donc ça, c'est une façon un peu originale, c'est de voir qu'est-ce qui me sort en premier. Donc tout ce qui me sort en premier, c'est forcément le mauvais logo, parce que c'est le même que tout le monde va utiliser. Et donc voilà, ça, je savais que c'est pas ça qu'il fallait qu'on fasse. Donc après, il y a un moment donné, il faut aussi être un peu créatif, il ne faut pas faire tout avec IA. Donc j'ai sorti tout simplement un crayon, un papier, et j'ai commencé à réfléchir. Et justement, je me suis dit, tiens, faisons un Android en train de réfléchir. Ça peut être une idée sur une société qui fournit des services sur l'IA, et un Android sous forme d'un pool, l'Android qui a des idées, l'IA qui a des idées, etc. Le problème, c'est qu'entre ça et un logo, il y a quand même un petit peu de travail. Et donc, je suis retourné chez... Alors, Dali, ça s'appelle Dali, la technologie que je montre, mais c'est un sous-ensemble de ChatGPT, la partie payante. Et donc, voilà, je vais poser une question, vous voyez, extrêmement courte. Fais-moi une illustration vectorielle d'un Android en train de réfléchir, en se basant sur l'emoji donc c'est un emoji classique, il faut savoir, avec quelqu'un qui se tient au visage en réfléchissant. Donc deux premières versions, qui sont déjà assez proches. Je vous remonte le dessin parce que c'est quand même assez... c'est limite perturbant. Parce qu'il n'a vu que ça, hein. Il n'a pas vu le dessin, mais il comprend quasiment à demi-mot ce que vous lui dites. Alors le truc le plus impressionnant, c'est la suite. Voilà. Je lui ai dit, bon, ok, mais tu me fais une version vraiment vecteur à plat. Donc, première image, on est assez loin. La deuxième, c'est absolument stupéfiant. C'est-à-dire que la machine a compris dans quelques mots ce que j'avais en tête. C'est limite perturbant. C'est-à-dire qu'il a fait quasiment exactement ce que je voulais,
sans faire beaucoup d'interaction. Et alors, le plus étonnant, c'est que si on reprend l'autre image, bah, c'est encore plus impressionnant. C'est-à-dire que je lui ai expliqué, c'est pas j'ai pas bricolé, c'est vraiment, j'en ai pas fait 50 pour vous montrer ça, c'est vraiment, j'étais premier de surprise, franchement. Donc là, pareil, j'ai dit, bah, tu me fais une tête d'Android avec sous forme d'une ampoule, et je veux que la partie Android soit en haut. Première image, c'est quasiment mon dessin, c'est complètement dingue. Et ensuite, bah, je lui ai dit, bah, ok, vas-y, itère, crée-moi des nouvelles images. Et là, j'ai trouvé que cet Android-là, avec les deux yeux ronds, me plaisait pas mal. Mais aucun des designs me plaît absolument. Mais j'avais tous les éléments pour créer mon logo, et je vais vous le montrer. Donc voilà le logo final, qui est un peu un mix des différentes visuels qu'on vient de voir. Et tout ça, donc c'est un logo, je ne dis pas que c'est le logo du siècle, mais c'est un logo qui a été fait en 3 heures, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et ça a été fait chez moi, sur mon PC, sans l'aide d'un graphiste, sans l'aide de personne. Donc voilà ce qu'on peut faire en création d'images pour des tâches, je dirais, relativement, qui nous concernent tous. Faire des présentations, faire des logos, des images, pour faire de la communication. Alors, quand on a une activité, en général, on vend des choses. Alors, soit on vend des services, soit on vend des produits. Et je vais vous montrer comment on fait pour faire de la photo de très haute qualité dans sa cuisine. Donc là, j'ai une bouteille un cartonnage de bouteilles de parfum assez haut de gamme. Et c'est toujours la même chose, j'ai envie de faire ça vite, de façon efficace. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends cette boîte et avec mon téléphone, je la pose dans la cuisine et je prends quelques photos qui sont de qualité très moyenne. Le fond, on voit des casseroles, etc. C'est pas bien terrible. C'était fait avec un téléphone. Et voilà, donc ça évidemment, on ne peut pas du tout utiliser ça en communication, sur un site web. Et on va voir que l'IA, ça permet de transformer cette image en quelque chose de très qualitatif. Alors la première étape, quand on fait ce genre de choses, c'est d'extraire l'objet en question du fond. Ce qui est un problème assez compliqué et qui demande pas mal de temps dans Photoshop ou dans des outils spécialisés. À part qu'aujourd'hui, il y a une société qui s'appelle Stability AI et qui a une technologie en ligne où on drop la photo qu'on vient de voir. Donc, ici. Donc, il absorbe la photo. Et au bout de quelques secondes, voilà ce qu'on obtient. Alors, déjà, rien que ça, c'est absolument stupéfiant. Parce que je ne lui ai même pas précisé où était l'objet, quel était l'objet. Il comprend tout seul de quoi il retourne. Il comprend que comme l'objet est central, autour de lui, il n'y a pas des choses très intéressantes, il y a peut-être un petit peu de flou, de profondeur de champ. Toujours est-il qu'il va extraire de façon complètement automatique l'objet. Et donc ça, c'est la première étape du travail. Et donc là, on va passer sur un outil qui tourne actuellement sur un serveur. Donc là, on va le voir vraiment travailler en temps réel. Je me suis trompé, voilà. Bon, je ne cache pas que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, mais on retrouve la photo originale, la photo découpée, et là, il y a toutes les informations, et alors, on retrouve toujours ce principe de prompt en anglais, mais ça pourrait être en français, où on explique qu'est-ce qu'on veut. Je veux un gros plan d'une boîte dans un environnement, je ne veux pas vous le relire complètement, mais en gros, fais-moi quelque chose dans le style de Vogue, très détaillé, donc voilà, quelque chose de très qualitatif, et voilà. Ça a mis 15 secondes, et voilà ma photo. Donc on part de cette photo dans une cuisine à une photo qui est prête à être diffusée sur un site web, en ligne, voire même imprimée. C'est vraiment une excellente qualité, c'est absolument incroyable. Et vous voyez que l'objet se fond parfaitement dans le décor. L'IA a même une intelligence de générer une ombre. On voit vaguement le reflet dans la peinture de la boîte. C'est absolument stupéfiant. L'IA comprend exactement le monde. C'est-à-dire qu'elle a compris que
On distingue. Alors, si on regarde vraiment de très près, en fait, c'est pas vraiment le texte qui est réfléchi, mais elle a bien compris le concept d'une peinture un peu brillante, etc. Mais c'est pas de la 3D, donc c'est absolument stupéfiant. Et donc, une fois qu'on a fait ça, c'est très facile de changer le prompt. Donc là, voilà, je lance le calcul en même temps, ça prend quelques secondes. Donc là, j'ai dit, dans une salle de bain, alors là, j'ai mis entre parenthèses, en l'occurrence, dans ce logiciel, quand on met entre parenthèses, ça sous-entend que c'est un élément plus important que les autres, donc sur lequel il doit se concentrer. Et donc voilà, il vient de faire le calcul. Donc là, ça tourne en temps réel sur un PC qui se trouve à Chai, vous voyez, il n'est pas très loin. Et encore une fois, la qualité est absolument incroyable. Alors je tiens à dire que cette technologie tourne sur mon PC personnel, c'est pas chez ChatGPT, donc on peut faire tourner ça. C'est un gros PC, mais c'est pas non plus un serveur gigantesque. Donc c'est à la portée d'une moyenne entreprise à une grande entreprise qui a envie d'internaliser complètement sa communication et graphique, tout en atteignant une qualité qui est vraiment extrêmement élevée. Alors, je ne me suis pas arrêté là parce que, je ne sais pas si vous avez vu dans le prompt précédent, je lui avais dit tu me mets des fleurs à gauche et un vase à droite pour faire un décor. Alors, il faut savoir que les IA font un peu ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'on leur donne des instructions, mais elles ne les suivent pas forcément à la lettre. Et donc, je lui ai un peu forcé la main. Grâce à mes immenses capacités de dessinateur, donc, vous voyez, on retrouve toujours la photo d'origine, mais là, j'ai très élégamment dessiné un joli petit vase, des petites fleurs, et un espèce de machin que j'estime être un vase un peu déco. Et donc, muni de ces informations-là, je l'aide un petit peu parce que je lui ai dit, voilà, maintenant, je t'ai montré où sont les fleurs. Je lui ai dit, tiens, dans le prompt, on voit bien le vase en vert, bleu, avec des roses, et à côté, il y a une petite sculpture en terre cuite, etc. Donc là, il est en train de calquer, voilà, il vient juste de terminer. Et on est presque à la limite de la magie, c'est absolument incroyable. Le truc a compris, avec mon petit dessin, où mettre des roses. Il a respecté plus ou moins la forme du vase, il a fait même beaucoup mieux que ce que je pouvais faire. Et il a fait quelque chose en terre cuite, un peu abstrait, et voilà. Donc vous voyez, vous pouvez diriger de plein de façons. Il y a la première chose qu'on a vue avec les Lego, c'est juste du texte. Après, il a montré une photo. Et après, on a dessiné sur la photo. Et donc, vous voyez, vous avez un contrôle presque total sur la production d'image. Et tout ça, en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quelques mois, ça n'existait pas du tout. Ça va à une vitesse absolument incroyable. Cette technologie, il y a un an, était complètement balbutiante. Ça prenait des dizaines de minutes, voire une demi-heure de calcul. Là, maintenant, ça prend une dizaine de secondes sur mon PC. Il était bien sûr impossible de... je vais vous montrer le résultat final. Donc, il est impossible de dessiner, de la diriger, etc. Donc je vous remonte la photo originale. Première version, deuxième version, troisième version, le dessin, troisième version, et quatrième version. Une fois qu'on a fait le travail, on peut en faire 50, 100, autant qu'on veut. Donc voilà, par exemple, deux interprétations un peu différentes de mon dessin. Et après, il n'y a plus qu'à choisir. Et puis, sur Zoom, on va voir que la qualité est quand même très bonne. Voilà. Alors, ensuite, on va s'intéresser aux personnages. Et là, je me suis intéressé à une marque qu'on connaît bien, c'est Leclerc. Et j'avais envie de créer un personnage, une sorte de super-héros de Leclerc, le super-héros qui défend votre pouvoir d'achat. On peut imaginer une communication comme ça chez Leclerc. Et donc, vous voyez, comme d'habitude, je commence par quelque chose de super simple. Au lieu de lui faire un roman, je lui ai dit, fais-moi l'image d'un supermarché Leclerc avec un super-héros dedans. Alors, on constate plein de choses assez intéressantes. C'est qu'il comprend assez bien le principe du supermarché. Par contre, il n'a aucune idée de ce que c'est que le logo Leclerc. Il ne connaît pas bien les couleurs, enfin un petit peu quand même, parce qu'on retrouve un petit peu de bleu. Bon, le texte, il a fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est un premier pas dans la bonne direction.
Alors, dans le deuxième prompt, j'ai dit, ok, très bien, mais tu vas me faire quelque chose à l'intérieur du supermarché, comme ça on se visualise mieux, et puis tu me fais quelque chose d'un peu plus sympathique. Voilà, donc il m'a créé une première personne, mais il ne connaît toujours pas le logo Leclerc, bien sûr. Et on a beau lui demander, bah, il fait des tas de choses très amusantes, très intéressantes. Alors, ils sont toujours un petit peu figés, hein, les gens sur ChatGPT. ChatGPT est généraliste, ça fait du bon boulot, mais c'est pas extrêmement qualitatif. Donc voilà, très intéressant. Là, il commence à trouver le orange un petit peu, je crois que je l'avais mis un peu sur la voie. Ah oui, bleu et orange, voilà. Et donc on voit assez rapidement que pour faire une campagne, par exemple, une grande campagne Leclerc au niveau national ou régional, évidemment, ces images sont absolument pas utilisables en l'état, les visages sont un petit peu bizarres, il n'y a pas les logos, donc voilà. Donc ce qui est très intéressant avec ces images, c'est que c'est un excellent point de départ, un peu comme ma photo tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une vraie photo, je suis parti de ChatGPT et je vais faire à peu près la même opération que j'ai fait avec la boîte. Alors, il y a une petite étape intermédiaire où il a fallu que... Donc j'ai choisi finalement la première image, c'est celle qui me plaisait le plus. Et j'ai intégré assez n'importe comment le logo. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'avoir le bleu et l'orange clair, donc l'orange sur la cape. Alors vous voyez, comme d'habitude, je suis assez mauvais en dessin, donc c'est baveux, c'est pas très bien fait. Mais ça a strictement aucune importance parce que l'IA est là pour corriger les manques en dessin. Et donc, on relance le logiciel, toujours le même. Donc là, bah, les images d'entrée, c'est les images cette fois-ci qui ne sont pas une photo, mais des images générées par ChatGPT. Et là, je relance le calcul. Et donc, ce que va faire l'IA Custom, c'est que grâce au prompt que j'ai assez détaillé là, cette fois-ci, j'ai demandé, bah, tu me fais une héroïne de 20 ans, avec des yeux, je ne sais plus très bien, avec des cheveux blonds, etc., dans un Leclerc, etc. Et donc, bon, là, ça travaille. Et voilà. Donc, il m'a cette fois-ci bien intégré le logo. La cape, ça ne va plus du tout. Il a déjà redessiné, et ça tombe mieux. Et il m'a fait une magnifique héroïne. Un peu trop magnifique, d'ailleurs, je trouve. Un peu trop parfaite. Et je pense que dans l'environnement des supermarchés, c'est peut-être pas l'image qu'on cherche à communiquer. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, très bien, mais tu vas me faire une maman, une super-héroïne un peu moins bimbo. Donc, je lui refais faire le calcul. Ça prend un petit peu de temps. Il faut être patient 15 secondes environ. Et voilà. Donc, elle est toujours assez belle, mais elle est un peu moins américaine. Et donc voilà, là, je trouve qu'on commence à être pas mal. J'ai transformé mon image qui était complètement inutilisable en une image qui est maintenant, à mon avis, relativement utilisable pour une campagne de pub. Et donc, voilà de quoi... Alors, on voit la première version, la deuxième qui me paraît beaucoup mieux. Et puis, je me suis dit, ah oui, mais il faut que je mette quelque chose à côté, un message. Malheureusement, j'ai centré mon image dès le départ. Enfin, c'est pas moi, c'est ChatGPT qui a centré. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, j'utilise encore un autre logiciel qui va régénérer une partie de l'image. Donc là, vous voyez la partie droite qui va me servir à afficher mon message publicitaire. Eh bien, j'utilise ce qu'on appelle une expansion générative. Et voilà. C'est assez incroyable, encore une fois. Donc, il m'a généré le morceau d'image qui me manque de façon absolument parfaite, comme vous pouvez le constater. Et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai plus qu'à rajouter mon message. Et voilà. J'ai fait
Alors, je ne dis pas que c'est peut-être un truc qu'on affichera partout en 4x3 en France, mais pareil, ça, c'est vraiment cette communication complexe avec une personne qui n'existe pas, donc il n'y a pas de problème de droit à l'image, il n'y a pas eu de photographe, il n'y a eu rien de tout ça. Ça peut se faire par une équipe, enfin même pas une équipe, une personne un petit peu formée sur les outils que je viens de montrer. Ben, on peut sortir une image comme ça en 1 heure et demie à peu près. Ce qui aurait probablement pris 1 semaine avec et un sacré budget, parce qu'il aurait fallu faire venir un mannequin, il aurait fallu faire venir des gens pour faire l'éclairage, de la photo, etc. etc. Donc voilà, on en est aujourd'hui en IA, c'est vraiment très très impressionnant. Donc là, on a vu, ça c'est vraiment les outils les plus avancés du moment, mais les choses évoluent à une vitesse absolument stupéfiante. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, même pas une semaine, il y a 7 jours, il y a 5 jours, pardon, on a vu arriver ça. Et ça va vraiment révolutionner la création graphique. Alors là, vous êtes parmi les premiers au monde à le voir. J'espère que ça va marcher parce que c'est un petit peu expérimental. Donc c'est le même système que ce qu'on a vu précédemment, à part que, comme vous l'aviez vu, il fallait être un peu de patience, attendre 15-20 secondes à chaque image. Là, c'est quasiment du temps réel, enfin c'est du temps réel, vous allez voir. Donc voilà, je tape, enfin, si ça veut bien marcher. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, une photographie, je ne sais pas, de... Oui, je pense que j'écris en anglais. Ce logiciel ne marche pas en anglais. Voilà. Donc là, maintenant, c'est instantané. Donc, ça veut dire que ce que vous avez vu jusqu'à présent, il fallait patienter. Et bien là, il n'y a plus besoin de trop patienter parce que, voilà, ça vous génère des images à cette vitesse-là. Et donc, une fois que vous en trouvez une qui est pas mal, vous pouvez continuer à retravailler. Et on peut parler du livre, par exemple. Alors, le livre n'est pas extrêmement connu, mais donc il n'est pas capable de recréer le château du livre. Mais il est capable quand même de faire des choses approchantes. Alors, comme il aime bien les tours, donc il en rajoute quelques-unes. Celle-là est pas mal. On reconnaît bien les grosses lignes. Mais alors après, on pourrait faire un prompt de plus en plus sophistiqué pour arriver à quelque chose de réaliste. Mais ce qui est très intéressant, là, c'est pas tellement de recréer le lutte, parce qu'il suffit de prendre une photo réelle. Ce qui est très intéressant, c'est que je peux recréer, j'ai besoin de faire une pub, je sais pas, je fais du vin, j'ai pas envie d'utiliser une photo avec un copyright ou des droits, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la copie du livre, je ne sais pas trop. Je fais quelque chose d'approchant. Et puis, je sais pas, tu fais un truc avec... plutôt un jardin, par exemple, voilà. Donc on est bien toujours dans la vallée du Loire, on voit il y a des ardoises, de la lumière, on voit que c'est bien une lumière assez locale. Et vous voyez, comme ça, vous pouvez explorer par rapport à ChatGPT. ChatGPT, à chaque fois, c'est 40 secondes, 1 minute pour faire une image. Là, c'est 4 ou 5 images par seconde. Donc ça, c'est une véritable révolution. Ça vient juste de sortir, c'est pas encore tout à fait au point, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, vous aurez tous accès à ce genre de techno. Et la dernière chose, qui est totalement expérimentale, je pense vous êtes vraiment les premiers au monde à voir ça, je pense, quasiment. Donc c'est une combinaison de technologies très complexes, où là, non seulement c'est du temps réel, mais en plus, on dirige en temps réel la création, donc c'est l'architecture, et je peux dessiner, lui donner des indications sur ma maison un peu futuriste californienne. Voilà. Donc pareil, je peux circuler dans les possibilités. Je peux repartir de zéro et dessiner directement de façon libre ce que je veux. Alors, je ne suis pas un très bon architecte. Et justement,
donc, toujours le même principe. On explore un peu. Si je change de prompt et faire quelque chose de plus sévère, c'est possible. Enfin, si j'y arrive. Donc là, j'ai cité Frank Lloyd Wright, donc le fameux architecte américain qui est connu pour ses choses très carrées, on va dire, limite brutaliste comme style. Et donc, pour l'aider, on va lui faire des choses plus rectangulaires. Voilà. Vous voyez, on peut créer comme ça de l'architecture. Alors, je dirais ça, c'est pour la communication, évidemment, c'est pas utile, mais même pour un cabinet d'architecte, évidemment, ça ne va pas remplacer les architectes, mais ça permet d'explorer comme ça. Je prends un exemple, c'est l'architecture, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Vous faites des produits, vous pouvez explorer comme ça en quelques secondes, tout en dirigeant l'IA, et créer des images pour vous mettre sur la voie de nouvelles idées, de nouvelles créations. Évidemment, l'IA ne va pas remplacer votre créativité, mais elle peut vous aider. Voilà, un peu un tour de toutes les technologies qui permettent de créer l'image. Et je peux vous montrer, alors une fois qu'on a fini de produire ces images de qualité moyenne, eh bien on peut les recalculer avec une qualité cette fois-ci excellente. Donc là, ça reprend à nouveau 15 secondes. Mais comme on a été mis sur la voie en quelques secondes, on peut travailler ces images plus en profondeur. Là, on est vraiment à des niveaux de qualité. C'est incroyable, on dirait des photos. Il n'y a plus qu'à les construire. Voilà la conclusion de cette présentation sur les dernières innovations dans le domaine de la production d'images en IA. Alors, si vous le désirez, on peut répondre à vos questions, quel que soit le sujet, que ce soit dans le domaine du textuel, image, tout ce qui est question légale ou autre, quel que soit le sujet. C'est un outil alors c'est une combinaison de beaucoup de technologies différentes. La technologie fondamentale, c'est Stable Diffusion. C'est un outil open source, donc qui tourne complètement chez vous, donc il n'y a pas de risque de suivi de données, vous contrôlez tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites, pardon. Et donc il faut un PC quand même assez puissant, mais ça fonctionne. Et par-dessus ça, il y a un ensemble de technologies, donc l'interface, donc Stable Diffusion, SDXL pour être précis, c'est la partie de calcul. Il n'y a pas d'interface. Au-dessus de ça, il y a un module qui s'appelle ComfyUI, qui est l'interface que vous avez vue, qui est assez complexe à utiliser parce que je vous ai montré qu'un petit bout. Ah, ouais, pardon. Voilà. Tout à l'heure, on a vu ça. La réalité, c'est que si on dézoome un peu, on se rend compte que c'est assez complexe comme techno. Donc, c'est quasiment un outil de développement, un outil de recherche. Ce qui est très important, c'est une fois qu'on a mis au point le module, c'est-à-dire je vous ai zoomé que sur la partie vraiment utile, et encore même cette partie-là, je pourrais l'enlever, eh bien, des entreprises qui seraient intéressées par ce genre de techno, on peut mettre sur un serveur tout ça et exposer que finalement la zone verte dans laquelle on tape le prompt et la zone d'image, et voilà, tout ça, toute la machinerie derrière qui m'intéresse énormément parce que c'est mon métier, on la cache évidemment. Parce que tous ces paramètres, en fait, sont importants. Ça dépend du type d'image qu'on génère. C'est une excellente question. Donc la question, je la répète pour ceux qui n'auraient pas entendu, qu'en est-il du copyright de cette image? Est-ce que j'ai des droits sur cette image? Alors il y a deux niveaux de discussion qu'on peut avoir là-dessus. C'est un sujet extrêmement intéressant. Il y a
est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec une image qu'on a créée? Alors la réponse est oui, parce que c'est pas parce que c'est l'IA qui l'a créée pour vous que ça vous absout de, de toutes les règles de copyright. Donc si vous mettez une actrice connue, si je tape le nom d'une actrice connue, ça va me faire une image parfaite avec tenant par exemple un produit que je vends dans sa main. Vous pouvez le faire, vous allez le publier et vous allez vous prendre un procès immédiatement. Dire c'est pas moi, c'est SDXL qui l'a fait, ne vous protège en aucune manière. Dans le sens, qu'en est-il si je crée une image complètement originale, comme celle que je vous ai montrée, de ma fameuse héroïne du Leclerc, par exemple? Alors là, on ne sait pas. Actuellement, on ne sait pas. Ça, vous avez parfaitement le droit d'utiliser de façon commerciale. Aujourd'hui, toutes les instances européennes, américaines, françaises, etc., n'ont pas encore décidé de ce qu'il en était en termes de copyright. Est-ce que je peux déposer une image que j'ai créée en IA? Alors, la tendance, c'est que probablement oui, à condition qu'on travaille un peu sur l'image. Si on tape sur un bouton et ça génère une image sans aucun travail, la réponse sera probablement non. C'est-à-dire que si c'est la machine qui a entièrement créé l'image, bah, il n'y a pas de raison que vous ayez que votre image soit protégée parce que vous n'avez pas l'auteur, c'est la machine qui en est l'auteur. Maintenant, dans les exemples que j'ai montrés où il y a une intervention importante, même si ça se fait en quelques heures, oui, je suis l'auteur de l'image. J'ai utilisé des outils, j'aurais très bien pu utiliser Photoshop. Finalement, je vais plus vite avec un outil d'IA, mais j'aurais pu faire exactement la même chose en découpant ma photo très finement dans Photoshop, en prenant une autre image, en dessinant l'ombre à la main, etc. Donc la réponse aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas, mais on va savoir assez rapidement. Il y a un certain nombre de procédures aux États-Unis qui vont décider de ces questions dans les semaines qui viennent. C'est bon. Pour l'instant, on a eu un gros débat sur l'IA et sur la génération de texte. On a dit, mais Google va détecter l'IA. À l'heure actuelle, je peux vous affirmer qu'aucun texte IA n'est détectable. Donc ça n'a aucun impact. On peut même aller dans l'extrême en entraînant l'IA pour rédiger des articles qui seront qualifiés par Google de très bons. Il y a un autre élément quand même important, c'est que l'activité numéro 1 de Google en ce moment, c'est de créer des produits pour faire ça. Donc on les voit mal s'attaquer eux-mêmes. Toutes ces technologies, et ils sont très vexés, hein, Google. Il faut le savoir. Ça fait 20 ans qu'ils engouffrent des téraoctets de données, ils ont des procès de tous les côtés en Europe, aux États-Unis, en disant c'est épouvantable, vous bouffez toute l'information de tout le monde. Et la réponse de Google a toujours été oui, mais grâce à ça, on va créer des intelligences artificielles géniales qui font des images, du texte, etc. Et puis, il y a eu OpenAI, une petite start-up qui est arrivée il y a 3 ans et qu'ils appellent Vitesse. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus, ils sont complètement en retard chez Google. Et donc, ils travaillent d'arrache-pied là-dessus, et je peux vous assurer que j'ai des contacts à l'intérieur de Google. Amazon, c'est pareil. Hein. Amazon, ils sont extrêmement vexés, parce qu'il faut savoir qu'Amazon, ils font, en dehors de la vente d'objets, leur activité principale, en réalité, c'est le cloud. C'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire tout ce qui est serveur, c'est ça leur vache à lait, en fait, Amazon. Et donc, ils sont extrêmement vexés aussi de ne pas avoir réussi à développer ces technologies. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il va y avoir une bataille absolument gigantesque entre Google, Amazon, OpenAI. Et OpenAI, en fait, c'est Microsoft. Parce que Microsoft a eu l'extrême intelligence de comprendre ce que faisait OpenAI avec 1 an ou 2 d'avance. Et c'est pour ça qu'ils ont mis 13 milliards dans cette boîte très très vite. Il faut savoir qu'OpenAI est une petite start-up, un jeune start-up qui a une valeur de 93 milliards de dollars aujourd'hui, quasiment 100 en l'espace d'1 an et demi. Et Microsoft a joué à un jeu très intelligent, c'est de mettre ses billes au bon endroit, prendre 50%. Enfin, en gros, ils ont le contrôle d'OpenAI, ils sont en train de prendre tout le monde de vitesse là-dessus. Et Apple, ils sont complètement inexistants pour l'instant.
la tendance actuelle, comme j'ai montré quelques chiffres sur les 70% d'entreprises mondiales qui vont s'équiper et qui vont faire de l'IA dans les 10-15 ans, ça c'est une première réponse. Au niveau infrastructure, clairement, on peut peut-être en parler au niveau notamment roman. Au niveau de l'infrastructure, ce qu'il faut savoir, c'est que le département de la Start est innovateur parce qu'ils vont lancer un data center qui sera au Mans et qui sera justement pour sécuriser les données dans un premier temps des collectivités, mais après s'il y a de la place des entreprises. Donc la Start est pilote sur le sujet. Il faut savoir aussi, là, c'est un débat qui n'est pas complètement simple, parce que c'est pas qu'une. Enfin, le 4%, c'est pas une question d'infrastructure, c'est quelles sont les boîtes qui se préparent à faire de l'IA. C'est pas, la question n'était pas technique en réalité, c'est de savoir est-ce qu'ils envisagent quelles sont les boîtes qui aujourd'hui ont déployé des technologies, etc. Quelles qu'elles soient. On peut très bien l'utiliser pour l'entreprise, et ça n'a rien dévalorisant. ChatGPT version payante protège vos données. On n'est pas obligé d'utiliser des serveurs compliqués pour commencer. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est exactement comme le web en 2000 ou plutôt 97, où les gens ont commencé par quoi? Par email. C'était pas très sexy, mais c'était très utile. Et voilà, donc tout le monde avait son petit email et ça a révolutionné le business à l'époque. Ça, c'est interdit, pardon. Alors oui, ça c'est un débat. Alors, comme je le disais, je déconseille absolument de jouer au jeu, de ne pas montrer que c'est l'IA. Vous avez toutes des choses à perdre en faisant ça. Parce qu'il va y avoir une réaction négative, on me ment, etc. Surtout pour la communication vis-à-vis du client. Donc ne le faites pas. Mettez vous-même un petit logo. Il y a des entreprises qui commencent, Adobe a mis au point un petit logo, IA, donc utilisez-le. Je vous le conseille fortement. Ça, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner en faisant ça. Maintenant, qu'en est-il d'un point de vue technique? Oui, il y a des signatures. Elles sont extrêmement faciles à enlever. En termes d'image, vous en voyez quelques-unes. Visuellement, ça devient quasiment impossible de distinguer la différence avec la réalité. Donc, nous, on ne pourra pas prouver une image. Enfin, c'est déjà aujourd'hui impossible de prouver une image de très grande qualité. Moi qui suis spécialiste, il y a un certain nombre d'images, je suis incapable de dire si elles sont faites par IA. Maintenant, la bonne approche, et elle existe déjà, c'est d'avoir des signatures cryptographiques sur les photos. Donc, au lieu de prouver qu'une image a été générée par IA, c'est beaucoup plus simple de prouver qu'une photo est une véritable photo parce qu'il y a une signature. Et les appareils photo modernes, les derniers DIK, ajoutent une signature infalsifiable sur les photos. Donc, on peut prouver que c'est une vraie photo. Le reste, on ne peut rien prouver, donc probablement l'IA. Dans les années qui viennent. Alors ça, c'était, oui, il y en a qui c'était bien du croisard. C'est un exemple que j'avais montré à une conférence, alors je sais pas, je sais plus où elle est. Bon, elle repassera. C'est une démonstration d'intégration justement d'objets réels dans une image. Évidemment oui. C'est un débat qui a déjà eu lieu depuis au moins 15 ans. Par exemple, toutes les agences de presse, si vous voulez, avec Photoshop, comme je le disais, on peut déjà faire tout ça, mais ça prend beaucoup de temps, c'est très laborieux. Donc voilà. Donc la plupart des agences de presse auront des règles extrêmement strictes aujourd'hui sur l'utilisation de Photoshop pour... c'est-à-dire qu'on ne peut pas publier des photos dans la presse aujourd'hui, enfin la presse, on va dire, réputée, avec des photos qui ont été trop travaillées. Parce qu'on a eu le même débat il y a 10-15 ans où les photographes reporters, avant on prenait une photo, on la téléchargeait ou on envoyait une pellicule le plus vite possible à Paris ou à New York,
Et après, c'était le lendemain publié dans le New York Times ou le Figaro. Et il y a 15 ans, les gens ont commencé à s'équiper d'appareils photo numériques, de téléphones portables, d'ordinateurs très puissants. Et donc, il y a des reporters de guerre qui ont commencé à retoucher leurs photos sur le terrain. Ce qui n'était pas dans un but néfaste, mais voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et à un moment donné, on a dit oui, mais le problème c'est qu'on recadre trop. Donc une photo qui a été trop recadrée, elle raconte une histoire différente. Parfois c'est un peu trop esthétique, ça s'éloigne de la réalité. Donc voilà, c'est un débat qui a déjà eu lieu avant l'IA, qui va évidemment s'amplifier, mais il y a déjà des règles en place en fait. Alors après, rien ne va. Le problème c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, monsieur tout le monde. On sait déjà, tout le monde est très riche, très beau sur Facebook, tout le monde est parfait sur Facebook ou sur Instagram, donc ça sera encore pire, mais plus personne n'y croit. Donc, en tout cas, moi, j'y crois plus depuis longtemps. Oui, bien sûr. C'est encore plus important. Enfin, c'est pas plus important, mais c'est plus. Une image, c'est plus frappant que du texte, surtout aujourd'hui. Donc, évidemment, toutes les IA américaines ont une vision très anglo-saxonne des choses. C'est-à-dire que la violence, c'est accepté, les personnes démunies, beaucoup moins. En Europe, c'est un peu l'inverse. On a chacun nos principes, mais toujours est-il que, effectivement, chacun met sa censure. Donc, les Américains, ils ont un certain type de censure. Donc, pour les images, si vous prenez les produits Adobe, etc., vous êtes extrêmement limité dans ce que vous pouvez faire. Pour ce qui est du texte, on parle bien de détection de l'écriture IA. Une façon de détecter, c'est de voir que justement le texte est absolument sans aucune aspérité, très consensuel. Soit c'est un vraiment bon communicant bien rodé, soit c'est une IA. Mais en général, c'est plutôt une IA. Alors, c'est une des raisons pour laquelle moi j'utilise SDXL. C'est une IA complètement open source. Il n'y a absolument aucune limite sur ce qu'on veut faire. Ça tourne sur votre ordinateur, donc vous faites ce que vous voulez. Et après, vous censurez vous-même, enfin, vous faites vos propres choix, et c'est tout à fait possible. Donc pour l'image, oui, c'est possible, c'est ce que j'utilise. Pour ce qui est du texte, il y a Mistral, il y a plein de technologies qu'on peut faire tourner. Alors ça demande plus d'efforts, il faut les déployer, il faut les mettre en place. C'est un peu plus de boulot, mais c'est tout à fait possible. C'est une bonne question. Alors oui, c'est intéressant comme remarque. Est-ce qu'on peut, influencer les IA? Alors, pratiquement, on peut dire oui. Effectivement, les IA... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un élément qui est assez amusant, c'est que OpenAI a consommé tout le web. C'est-à-dire absolument tous les trillions de documents, tout Wikipédia, toute la littérature mondiale a été mangée par OpenAI pour ChatGPT-4. Donc, s'ils veulent faire ChatGPT-5, ils sont obligés de récupérer d'autres données. Parce qu'ils ont tout utilisé, tout le savoir humain est utilisé. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un énorme appétit pour vos données, parce que c'est la seule façon d'améliorer leur ChatGPT, c'est d'absorber vos données à vous, parce que... donc là, il va y avoir une discussion, je pense, où il va falloir qu'ils nous rémunèrent. Parce que on les aide énormément, il faut qu'il y ait un retour. Donc, mais je ne réponds pas tout à fait à votre question. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là je vais répondre à votre question, ça veut dire que les IA modernes sont obligés de prendre des données nouvelles. Donc on peut les influencer, oui. Effectivement, on peut les influencer. Alors, le problème, c'est que il faudrait se mettre à très très nombreux pour ça. Vous tout seul, même si vous envoyez des milliers de documents, ça ne suffira pas. Parce que vous allez être noyé dans des milliards de documents.
Donc, mais on peut imaginer au niveau politique des manipulations, oui, c'est pas totalement impossible. Ouais, il y a le cas de la Chine où ChatGPT est interdit officiellement parce qu'ils n'ont pas intégré la théorie socialiste dans leur base de données. Les seuls Tencent et je ne sais plus quelle autre boîte sont autorisés parce qu'ils ont signé une charte disant qu'ils représentaient, ils incluaient le côté politique, socialiste, communiste, etc. Donc on peut effectivement l'influencer, mais c'est au niveau étatique. Alors, non, malheureusement, il n'y a pas vraiment aujourd'hui, c'est impossible, même en termes d'image. J'ai vu des articles très intéressants sur des écoles de graphisme, donc ils sont eux-mêmes conservés. Pour rentrer dans les grandes écoles à New York et ailleurs, il faut arriver avec un book. Donc évidemment, SDXL et tous ces outils extraordinaires, parce que je ne vous ai pas montré, mais on peut faire aussi des illustrations. Là, je me suis concentré sur des photos, mais on peut faire des choses complètement du dessin, de l'aquarelle, de façon absolument parfaite. Donc la conclusion de ces écoles est très simple, on fait avec, quoi. Il n'y a pas d'autre solution que de faire confiance aux gens. Alors après, il y a des chartes. Les gens qui rentrent, ils se font virer de leur école, parce qu'à l'arrivée, il faut bien qu'ils sortent leur trousse et leur pinceau et ils sont coincés à un moment ou à un autre. C'est comme dans tous les domaines, hein. Quand on triche, ça peut marcher un certain temps, il y a un moment on se fait rattraper. Donc il faut faire confiance, et c'est pour ça que je répète encore une fois, il faut, nous, les gens qui produisent, ne pas favoriser justement la communication qui est fausse. Il faut toujours dire qu'on fait de l'IA, et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. On va prendre peut-être une dernière question avant de passer au cocktail. Il y en a encore une. Tout le monde a très soif. Moi aussi. J'aurais demandé quelle était la Bon, voilà, si il y a une question, effectivement, on va conclure cette soirée. Donc, tout d'abord, je tiens à ce que nous remercions très chaleureusement Antoine, Alexandre et Sylvain, qui représentent le club IA Martech. On peut l'appeler à sa forme. Une précision importante, ce club IA est le seul de la région Pays de Loire à exister au niveau des entreprises. Dans un tiers-lieu, donc nous avons encore une situation unique, je vous le dis pour les médias qui sont avec nous ce soir. Donc effectivement, c'est le seul club IA de la région Pays de Loire. Et peut-être plus en France, mais je n'ai pas la confirmation, on verra avec le temps. On est parmi les tout premiers, tout à fait. Donc on peut vous féliciter. Je tiens à remercier également la technique qui est Jérémy Gibier qui est derrière aux machines et qui a assuré la transmission. Donc pour ceux qui le désirent, on va applaudir Jérémy. Jérémy, qui est le nouveau manager du Workworld depuis quelques semaines. Merci Jérémy d'être avec nous ce soir. Et il a enregistré cette soirée. Donc si vous le souhaitez, en nous laissant votre mail à l'entrée dans l'ordinateur, nous vous transmettrons en exclusivité la soirée enregistrée. Voilà, elle ne sera pas mise sur YouTube, sur les réseaux, parce que vous avez fait l'effort de venir. Donc vous aurez aussi la chance d'avoir cette version enregistrée, rien que pour vous. Je tiens à remercier également l'arrivée encore de vous, de Guy Leclerc, de Boulogne-sur-Dème, de Myriam Martineau, donc maire de Fouillé-Aiguillé, et de Michel Bouteille, maire de la Chance-sur-le-Loir, et vice-président de la communauté de communes, au titre de l'économie, donc c'est un vice-président de référence. Merci Michel d'être venu ce soir. Je te laisse conclure, peut-être. Je te laisse conclure ce soir. Ouais, je le conclure, mais je d'abord excusez les élus. Je suis vraiment désolé, mais on avait une très grosse réunion avec OS10 sur Naval qui commençait à 18h30. C'est pour ça que les autres ne sont pas arrivés. Il y en a qui restent, il y en a qui viennent. Ils sont un peu partout. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on était très très fiers d'avoir justement ce club ici. Vous savez qu'on a participé à ces créations un petit peu quand même, et puis surtout on est très heureux de vous héberger parce que c'est vrai que c'est une super image pour notre territoire, et ça je vous en remercie encore, et c'est tout ce que je voulais vous dire d'ailleurs. Merci encore.
Donc, nous allons pouvoir nous retrouver dans l'open space pour un cocktail qui est prévu avec du vin de la région. Donc, vous allez pouvoir découvrir un très bon coteau du Loir. Je n'en dis pas plus, vous allez découvrir. On se retrouve tout de suite à côté pour que vous puissiez tous faire connaissance les uns les autres. Merci, Julie, très bonne soirée.